Bonjour et bienvenue à la tribune du grand orgue Aristide Cavaillé-Coll de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Lorient. Cet orgue a été construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1838. Il a été construit et conçu pour l'église Saint-Louis Notre-Dame de Victoire et déménagé dans cette église en 1891 car le curé de l'époque, à Saint-Louis Notre-Dame de Victoire, jugeait l'orgue trop peu sonore pour la grandeur de l'église. Et comme Quay-Rentré s'était doté quelques années plus tôt, en 1854 précisément, d'une nouvelle église, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, qui comptait une tribune, mais pas d'orgue, donc l'orgue a été démonté et remonté dans cette église par des bénévoles. L'orgue, tel que l'on le connaît, que l'on peut le voir aujourd'hui, a été entièrement restauré et reconstruit entre 2013 et 2015 par Nicolas Toussaint, facteur d'orgue, et son entreprise. Cet orgue a connu une vie assez particulière puisqu'il a évidemment déménagé d'une église à une autre, mais également il a été démonté lors de la Première Guerre mondiale et caché dans un château à côté de Pontivy. Il a ensuite été remonté, toujours par des bénévoles, modifié, agrandi, remis au goût du jour pour s'adapter aux goûts musicaux de l'époque. Pareil, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'orgue ainsi que les statues et la chaire ainsi que les vitraux de cette église ont été démontés et entreposés à côté de Questembert. Il a évidemment été remonté après et remodifié. Dans les années 2000, l'orgue est classé au titre de monument historique. C'est le seul orgue de tout le pays de Lorient, de la vingtaine d'orgues que compte le pays de Lorient, qui est classé au monument historique. Il a la particularité que ce soit la partie instrumentale et non le buffet, le meuble, mais la partie instrumentale. Donc il est vraiment classé en tant qu'instrument. Donc on décide de le classer en 2000. Et évidemment, il a pratiquement 150 ans, même un peu plus de 150 ans, et il est assez fatigué puisqu'il n'a jamais eu de vraie restauration et on a toujours fait des petites broutilles, des petites bricoles dessus, suffisantes pour le défigurer totalement et l'avoir rendu vraiment un orgue tel que Cavaillé-Coll ne l'avait pas lui conçu, du moins. Donc, on décide de le faire restaurer et un dilemme se pose, est-ce qu'on restaure l'orgue tel qu'il nous était parvenu dans les années 2010, ou alors est-ce qu'on revient à l'orgue d'origine, Cavaillé-Coll, tel qu'il a été créé et tel qu'on pouvait l'entendre en 1838. Le choix a été tranché, on revient à l'orgue d'origine de 1838. Alors comme je le disais, c'était le premier orgue d'Aristide Cavaillé-Coll qui travaillait encore à l'époque chez son père, Dominique Cavaillé-Coll. Donc cet orgue est vraiment dans la lignée de ce que faisait son père, c'est-à-dire à savoir des orgues vraiment classiques français. Ce n'est pas un Cavaillé-Coll tel qu'on peut le voir actuellement, vraiment des gros instruments romantiques pour jouer de la musique romantique et symphonique. Non, là c'est vraiment un orgue, et c'est sa particularité, classique français. Alors, classique français, pourquoi? Parce que la particularité, c'est qu'il a un pédalier à la française. Voilà. Il ne descend pas au Do, mais au Fa, ce qui peut troubler les organistes qui sont habitués à jouer sur des pédaliers standards, entre guillemets, aujourd'hui. Là, il est vraiment décalé, et donc il faut se réadapter. Français aussi, parce qu'il a une autre particularité, c'est que le troisième clavier, le récit,
est un dessus. C'est-à-dire qu'il est coupé, les notes graves ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment pour faire les dessus, comme on composait beaucoup à l'époque, François Couperin, De Grigny, Marchand, etc. Et enfin, classique français, aussi de par sa composition. Il a un fond d'orgue, vraiment, qui sonne classique français. Donc si je vous fais écouter le fond d'orgue, alors le fond d'orgue, c'est toutes les flûtes, tous les principaux de l'orgue qui font le fondement de l'orgue, qui vraiment sont la base de tout. Et donc si je vous fais écouter tout ça, le fond d'orgue, ça donne quelque chose de très beau et très ample, comme on savait le faire à l'époque. Voilà, en plus avec l'acoustique généreuse de cette église, ça ne peut être que très beau. Alors, voilà pour le fond d'orgue. Vous avez ensuite, dans l'orgue classique français, ce qu'on appelle le plein jeu. Alors, le plein jeu, c'est cette sonorité brillante, vraiment caractéristique de l'orgue, que l'on retrouve chez aucun autre instrument de musique. Alors, le plein jeu, c'est composé évidemment du fond d'orgue, comme je viens de vous le faire écouter, mais on rajoute à cela ce qu'on appelle les jeux de mutation. Donc les jeux de mutation, ce sont des mélanges harmoniques très aigus qui font justement ce timbre assez brillant. Et cela se traduit sur les étiquettes de registre par cymbales, fournitures, etc. Donc maintenant, le grand plein jeu de cet orgue. Cet orgue, comme je disais, a un pédalier à la française, et les pédaliers à l'époque, pour les orgues baroques du XVIIe et XVIIIe siècle en France, ne servaient pas à faire les basses, comme à cette même époque en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach, Buxtehude, etc., mais servaient à faire les pleins chants, à savoir la mélodie, le chant, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, l'orgue, contrairement en Allemagne, l'orgue en France était un instrument qui était entièrement dédié au culte religieux. En Allemagne, on faisait quelques concerts profanes avec de la musique d'orgue de Jean-Sébastien Bach, mais en France, c'était exclusivement réservé à l'accompagnement des offices. Et donc, dans un office, il y avait un chœur d'hommes qui chantait en grégorien, et ensuite l'orgue improvisait après une série de pièces, de courtes pièces, qui durent entre 1 minute et 3 minutes, pour le Kyrie, le Gloria, etc. Et donc le pédalier servait à faire le chant. Donc si je fais le plein jeu, comme ceci, et que je rajoute la trompette au pédalier, pour justement faire le chant, on a vraiment la caractéristique on appelle un plénum à la française. Donc vraiment le pédalier servait à faire le solo, entre guillemets. Et vous avez une dernière caractéristique des orgues traditionnels français, baroques français, c'est ce qu'on appelle le grand jeu. Alors le grand jeu, c'est simple, ce sont toutes les trompettes ensemble. Voilà. Et donc ça donne vraiment quelque chose d'assez terrible, dans le bon sens du terme,
Et cet orgue possède un grand jeu dont la beauté est vraiment assez flagrante. Et les organistes qui ont pu jouer cet orgue, David Cassan, François Spinasse, entre autres, ont été tous unanimes en disant que c'était l'un des plus beaux grands jeux qu'ils avaient vus et entendus pour un instrument du 19e siècle. Famille de registration. Alors, quand on parle de registration, on parle des couleurs sonores de l'instrument. Il y a des tirants, voilà. Et quand il n'y a aucun tirant qui sont actionnés, il n'y a aucun son. Et en fait, l'orgue est un peu comme un orchestre, et l'organiste est le chef d'orchestre et le musicien en même temps. Vous avez sur les étiquettes, donc qui permettent de nommer ces registres, des noms d'instruments, flûte, hautbois, trompette, et qui sont censés imiter le son de ces instruments. Par exemple, la flûte. Voilà. Mais aussi le hautbois. Ou encore la trompette. Alors vous avez certains jeux qui sont assez particuliers, notamment un jeu qui s'appelle Voix humaine. Alors la voix humaine, évidemment ça n'imite pas le son de la voix humaine à proprement parler, mais ça imite le timbre, le tremblement de la voix des chanteurs du XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. C'était un jeu qui était très utilisé et très apprécié à l'époque par les organistes et les amateurs d'orgue au XVIIe et XVIIIe siècle en France. Vous avez aussi ce qu'on appelle un chromorne. Un chromorne est un petit jeu d'anche qui rappelle les instruments avant de la Renaissance. Voilà. Et évidemment, comme vous avez pu le voir, on peut mélanger ces jeux, mettre un son de nasard avec un son de bourdon, par exemple, si je mets le nasard seul, et si je mets le bourdon avec, voilà, ça donne tout de suite une autre couleur. C'est vraiment l'intérêt de cet orgue, dont, du moins pour celui-là, les possibilités de mélange musical, de registres, sont quasiment infinies. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à l'intérieur de l'instrument, voir toute cette mécanique, puisque tout ce que vous voyez là, c'est un dixième de l'instrument. Mais derrière, il y a des dizaines de mètres de mécanique, des centaines de tuyaux.